Bonsoir et bienvenue à toutes et tous à cette nouvelle webconférence qui est dédiée donc au cancer du poumon localisé et localement avancé, donc lorsqu'ils ne peuvent pas être opérés. Et donc derrière ces mots un peu techniques, il y a souvent des questions auxquelles nos orateurs vont répondre ce soir. Pourquoi c'est inopérable? Quels sont les parcours de soins, etc., les avancées récentes? Donc pour cela, nous avons la chance ce soir d'avoir d'abord Florence qui est patiente sur mon réseau cancer du poumon. Merci beaucoup, Florence, d'être avec nous. Le docteur Deberne. Bonsoir, docteur Deberne. Donc, vous êtes radiothérapeute à l'Institut Curie. Et le professeur Nicolas Gérard, qui est pneumo-oncologue et responsable du département d'oncologie thoracique de l'Institut du Thorax à l'Institut Curie aussi. Bonsoir, merci beaucoup à tous les trois d'être avec nous. Et Laure, si tu veux dire un petit mot. Alors, un tout petit mot d'accueil. Donc, bienvenue à toutes et tous, patients, patientes et proches de patients. Cette conférence ce soir, elle vient fermer un petit peu une série qu'on a voulu faire pour que justement vous retrouviez des webconférences qui correspondent à vos situations. J'ai un cancer du poumon localisé, comment ça se passe? J'ai un cancer du poumon métastatique, comment ça se passe? Et ce soir, donc, une situation qui est plus rare, qui est un peu entre les deux et pas si simple, cette situation du cancer du poumon localisé, mais non opérable. Et donc, je vais tout de suite finalement donner la parole à Florence, que je suis ravie de retrouver ce soir et qui a accepté de répondre à quelques questions. Et donc, tout d'abord, Florence, est-ce que tu peux nous dire comment tu as découvert ta maladie? Alors déjà, bonsoir à tous. Au niveau de la découverte, en décembre 2022, j'ai repris, j'avais des prises de sang régulières. En fait, j'avais un suivi un peu hémato. Et j'ai repris des prises de sang. Celle de décembre était somme toute assez correcte. Peut-être une petite CRP un peu élevée. On a contrôlé en janvier. Et là, l'hémoglobine qui était à 11,5 et qui était dans la normale, même si elle était basse, mais chez moi, c'était dans le normal, était tombée en un mois de temps à 9. Donc, on a contrôlé le mois d'après, elle était toujours à 9, ce qui fait qu'on a réengrangé un suivi hémato et je suis allée voir une première hémato en avril qui m'a renvoyée vers un autre collègue fin mai qui m'a diagnostiqué une maladie hémato, mais qui m'a dit que les valeurs n'étaient pas forcément cohérentes avec cette maladie et qu'il devait y avoir une inflammation. Donc c'était le 31 mai, il m'a recommandé de faire un scanner TAP que j'ai fait le 6 juin en soir. Je suis repartie avec mon image, je ne suis pas repartie avec le compte-rendu qui devait arriver quelques jours plus tard, mais je n'étais pas radiologue, mais je me doutais bien, enfin, j'avais bien vu qu'il y avait quand même un petit problème. Le lendemain, à 13h, j'avais le compte-rendu au final que j'envoyais à cet hématologue. Et à 17h30, j'avais un pneumologue qui me convoquait le lendemain matin, donc le 8 juin au matin, et qui a été quand même relativement cash en me disant qu'a priori, c'était quand même très fortement probable que ce soit un cancer. Donc là, j'ai pris une claque phénoménale, même si je m'y attendais. Donc voilà. Et puis, on était le 8 juin. Je lui ai confié, en gros, par métaphore, je lui ai confié mon agenda parce qu'il a tout bouclé, la fibroscopie bronchique. Le lendemain, voilà, c'était ultra rapide, le TEP scan. Vraiment, tout a été calé et il faut savoir que 20 jours après, je l'ai revu entre-temps, il m'a confirmé le diagnostic et m'a donné le traitement d'action. Et 20 jours après, en fait, après ma première entrevue avec ce pneumologue, j'ai été hospitalisée pour la première chimio. Voilà, donc ça a été très, très, très rapide. Voilà comment ça s'est un peu organisé. Au niveau du stade, en fait, je suis très formée avec Internet. J'étais dans les prémices, j'étais ado et j'étais très formée, donc je vais rechercher souvent. Et il se trouve que je suis tombée le premier week-end en regardant la masse, les caractéristiques en fait de ce que j'avais. Je suis tombée sur le référentiel Aura, ce qui fait que quand le pneumologue m'a donné le résultat et le stade, en fait, je n'étais pas forcément surprise.
Et j'avais été jusqu'à voir aussi le taux de survie à 5 ans. Et c'est un chiffre qui m'est resté marqué et qui reste toujours marqué aujourd'hui pour moi, en fait. Donc voilà, je savais un peu à quoi m'attendre. Ça n'a pas été une surprise quand il m'a dit, bah voilà, ce sera chimio et les rayons en même temps. Et pour moi, c'était un peu un suivi classique de chaque cancer. J'ai appris entre-temps que non, même suivant les localisations des cancers, il n'y a pas forcément les rayons. Que même dans le poumon, il n'y a pas forcément de rayons. Voilà, j'ai appris aussi par la suite. Et donc, j'ai eu 2 mois intenses. En fait, tout mon été 2023 a été consacré un peu à ce parcours de soins-là. Voilà. Merci beaucoup. Et alors justement, par rapport à cette idée est-ce qu'on t'a expliqué maladie donc locale mais non opérable, comment tu as ressenti ça et comment tu l'as vécu? J'avais vu qu'effectivement, on était à la frontière en fait, entre l'opérable et le non opérable. Et j'avais vu qu'effectivement, l'opération pouvait être une chance. Ce qui fait que quand j'ai vu le pneumologue qui m'a annoncé le cancer, et je crois qu'au départ, je ne lui ai pas demandé le stade, mais parce que je le savais en fait. Donc, on n'en a pas parlé, il m'a parlé du protocole. Et je lui ai demandé justement pour l'opération, il a été ferme et définitif. Il a dit non, il n'y aura pas d'opération. Ce sera 4 cycles de chimio et avec nécessité d'être hospitalisé. Donc, ça, c'était compliqué pour moi. Sur 2 jours, j'ai réussi à négocier. Voilà, j'avais des soignants aussi sur place, là où j'habite, qui ont été top aussi pour la fin de la réhydratation. Et il m'a bien expliqué que j'avais la première chimio et ensuite, 3 semaines après, j'avais la deuxième. Et à ce moment-là, j'aurais les rayons qui commencent et tout devait se finir en même temps avec la 4e chimio, en fait. Voilà. Donc, Merci beaucoup. Et du coup, aujourd'hui, parce que ça fait quand même un peu de temps, comment ça va et comment te sens-tu? Alors aujourd'hui, il faut savoir qu'après cet été intense, ça a été compliqué en fait pour moi parce qu'on est occupé tous les jours. J'ai quitté, je me suis j'étais en arrêt. J'ai quitté un plein temps pour prendre un autre plein temps en fait, mais consacré à moi et consacré à ma maladie et à la limitation des dégâts. Pour moi, on en était là à l'époque. Donc effectivement, du jour au lendemain, ça s'arrête. Ma fille est repartie à l'école et en fait, je me suis retrouvée toute seule et c'était compliqué moralement, je pense, d'intégrer et d'intégrer tout ce que je venais de passer aussi. Donc voilà, et donc ça a été compliqué et je suis arrivée sur mon réseau concert en octobre, justement, de cette année-là, en octobre 2023, au moment où j'ai commencé ma maintenance en immunothérapie. Donc j'ai eu 13 cures qui m'a porté jusqu'en septembre 2024 où là, j'ai pas mal vécu, moi, la période de chimio. Je pense que je peux m'estimer chanceuse. Je pense que c'était aussi dans le moral et dans l'accompagnement de ma fille aussi. Et l'immuno, ça a été quand même beaucoup plus facile. Et petit à petit, en fait, mine de rien, les mois passant, j'ai repris une vie, pas forcément, pas comme avant, c'est pas possible. Mais voilà, ça s'est déroulé. Et là, je n'ai plus rien depuis septembre 2024. Et je suis officiellement classée en rémission depuis avril de cette année. Et j'ai eu le dernier examen en octobre et le prochain sera en octobre. Donc effectivement, de ne pas avoir de suivi pendant 1 an, là, c'est vrai que ça a changé un peu la vie, quoi. Donc voilà. Donc aujourd'hui, ça va. J'ai un peu de problématiques au niveau du poumon, forcément. J'ai gagné une bataille, j'ai un peu laissé des plumes, j'ai un peu laissé de mes poumons. Je suis en train d'apprendre justement à les connaître, à les réapprivoiser. C'est pas toujours simple. Au niveau de la fatigue, c'est pas toujours simple non plus. Mais néanmoins, je suis encore là, j'avance et je suis toujours vivante. Donc voilà, ça c'est un grand point. Un immense merci pour ce témoignage, Florence. Et du coup, on va pouvoir passer la parole, je crois, au docteur Deberde, c'est ça, pour démarrer l'intervention. Et puis, donc, comme d'habitude, vous pouvez vous poser vos questions dans l'onglet questions et on les posera à nos orateurs avec Oriane tout au long de la soirée. Oui, bonsoir. Merci à tous pour votre invitation. Je suis ravie d'être parmi vous et puis je vais essayer de vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui nous guide en radiothérapie, les principes, et puis voilà, je suis ravie aussi de pouvoir répondre à un maximum de questions conjointement avec le professeur Girard, et merci pour votre témoignage. Voilà.
Donc, je ne reviens pas sur le parcours en oncologie thoracique qui est bien connu. Donc, l'essentiel, c'est d'obtenir d'abord une histologie pour connaître le type de cellules cancéreuses et de faire le bilan d'extension, savoir pour stadifier les choses, donc un TEP scanner, une IRM cérébrale. On tient compte aussi des antécédents du patient, c'est-à-dire les antécédents notamment cardiaques, pulmonaires, avec des explorations respiratoires, parfois cardiaques, et tous les dossiers sont discutés en ce qu'on appelle en RCP, c'est la réunion de concertation pluridisciplinaire, parce que la prise en charge est pluridisciplinaire, donc on affiche les images, on affiche les TEP scanners, et on discute tous ensemble, oncologue thoracique, chirurgien, radiologue, anatomopathologiste et oncologue radiothérapeute. Voilà. Donc, c'est ces principaux types histologiques, je ne rentre pas du tout dans le détail, ce sera plus du domaine du professeur Girard. Les adénocarcinomes, les carcinomes épidermoïdes du poumon, on a aussi les neuroendocrines qui sont divisés en petites cellules, grandes cellules. Voilà, la majorité sont présentées, on appelle ça le cancer bronchique non à petites cellules, et 15% pour les petites cellules qui bénéficient aussi d'une radiochimiothérapie concomitante quand ils sont localement avancés. Alors, tout commence par la stadification. Il n'y a pas de décision thérapeutique sans stadification. Donc, stadifier le cancer, la maladie, c'est l'extension locale ou poumon. Donc, comment est la tumeur proprement dite au niveau pulmonaire? Donc, on tient compte de sa taille, de ses extensions aux organes adjacents. C'est ce que vous expliquiez, madame, en regardant le scanner et le compte-rendu du scanner. Et aussi le nombre et l'extension des ganglions qui se situent entre les deux poumons, ce qu'on appelle le médiastin. Donc, on regarde où sont situés ces ganglions et combien de stations ganglionnaires ça représente par rapport à la tumeur principale. Et donc, c'est ça qui donne le stade TNM, tumeur, N pour nodes, et c'est sur les ganglions, et M pour les métastases, est-ce qu'il y a des métastases ou pas. C'est ça qui va classifier le localement avancé. Donc, les stades dits localement avancés, c'est ceci, ce sont les stades 3A, 3B, 3C. Certains sont résécables et d'autres sont non résécables. On pourra en discuter plus tard, mais en tout cas, ça dépend principalement de l'extension ganglionnaire et tumorale. Voilà, ça c'est la classification de la 9e édition de 2025, donc je ne vais pas détailler. Comme on parle de radiothérapie, je vais quand même, et qu'on parle aussi des cancers localisés qui sont non opérables, et je voulais commencer par juste parler des stades 1. Donc là, on n'est pas dans la radiochimiothérapie des cancers pulmonaires plus localement avancés, mais bien des patients inopérables qui ont des toutes petites lésions qu'on appelle des T1 ou des T2 sans envahissement ganglionnaire, parce que parfois on fait une radiothérapie dont vous entendrez parler, ça s'appelle la radiothérapie stéréotaxique. Donc ça consiste à faire des fortes doses, quelques séances, généralement 3 à 5 séances sur un petit volume. Vous voyez, la lésion est toute petite. Ça, c'est un T1 N0. Il n'y a pas d'envahissement ganglionnaire. On a une petite lésion qui est dans le poumon, dans le parenchyme. Et donc, l'objectif, c'est d'obtenir un contrôle local. Voilà. Donc, et puis, les toxicités sont un petit, voilà, c'est varié, mais il peut y avoir des réactions de pneumonie un petit peu séquelaires qu'on appelle les pneumonies radix, des pneumonies inflammatoires séquelaires des rayons. Et effectivement, si on est près des côtes, des fois, on peut avoir des toxicités sur les côtes, comme des fissures ou des fractures de côtes. L'objectif, c'est bien d'obtenir un contrôle local, et ces patients-là ne sont pas opérés. Donc, pour les patients non opérables, y compris principalement pour des raisons respiratoires, donc des raisons anesthésiques, on peut traiter localement ces lésions sans les opérer et en étant curatif. Et le taux de contrôle de la maladie est très bon, plus de 90% des cas sont contrôlés à 5 ans. Ici, c'est juste pour vous montrer un petit aperçu du suivi scanographique qui est important après la radiothérapie stéréotaxique, parce que nous, on n'enlève pas les lésions, on les irradie. Du coup, on doit les surveiller avec un scanner tous les 3 mois. Et on peut voir ici les modifications radiologiques, ce que j'explique toujours aux patients, des modifications radiologiques très variées après la radiothérapie. Il y a de la fibrose, il y a des aspects cicatriciels. Ça, c'est interprété par les radiologues. Parfois, c'est revu entre nous en RCP. Pour voir si ça évolue favorablement ou si ça répond ou si ça ne répond pas. Parfois, on refait des PET scanners pour vérifier la réponse tumorale, mais on a des modifications radiologiques qui évoluent jusque dans les 2 ans après radiothérapie stéréotaxique. J'arrive au cancer donc, localement avancé, dont on a parlé, ce sont les stades 3, donc 3A, 3B, 3C. Le standard, c'est la radiochimiothérapie, qu'elle soit dite concomitante, donc comme vous l'avez expliqué, concomitant, c'est vraiment les rayons et la chimio en même temps,
Alors, parfois, il peut y avoir 1 ou 2 cycles de chimio avant, généralement 1, et on essaye de commencer dès que possible. Parfois au premier cycle, parfois au deuxième. En tout cas, le principe, c'est que pendant le déroulé des rayons, c'est-à-dire 30 à 33 séances, ce qui représente 6 semaines à 6 semaines et demie de rayons, vous allez recevoir en moyenne 3 cycles de chimiothérapie concomitants. Le but étant d'augmenter la radiosensibilité, c'est-à-dire taper plus fort sur les cellules cancéreuses. Voilà, donc ça, c'est un standard depuis les années 80. On fait une radiochimiothérapie concomitante quand on peut et quand l'état du patient et ses antécédents, son état cardio-respiratoire le permet. On fait également des radiothérapies qu'on appelle hypofractionnées, c'est-à-dire on fait un nombre de séances diminué. Donc, on a aussi des schémas de radiothérapie en 20 fractions. Voilà. Et la dose qu'on utilise, l'unité de mesure pour la radiothérapie, ce sont des Gray. Ça s'exprime en GY, qu'on voit sur les comptes rendus de fin de traitement. Et puis alors, comment avancer la stratégie thérapeutique? Comment faire mieux, en fait? Il y a 2 possibilités. Soit on s'est posé des questions, est-ce qu'il faut augmenter la dose? Donc, c'est ce qu'on appelle l'escalade de dose. Et si oui, comment? Est-ce que c'est bénéfique d'augmenter la dose? Le schéma standard, ça reste celui-ci. Et sinon, c'est d'intensifier les traitements concomitants, dits systémiques, c'est-à-dire ce qu'on reçoit par voie intraveineuse. Donc, de modifier les traitements concomitants, la chimiothérapie, l'immunothérapie. Voilà. Donc ici, je reviens sur le référentiel aura dont vous aviez parlé, qui n'a pas été modifié pour cette partie-là en 2025. Donc, pour les stades 3A, 3B, donc localement avancés, on passe en réunion de concertation pluridisciplinaire. Pour les patients qui sont en bonne forme et de moins de 70 ans, on essaye de passer une radiochimiothérapie concomitante, donc comme je vous disais, 30 à 33 séances. Puis, à l'issue de ça, donc avec une chimiothérapie concomitante, et à l'issue de ça, on a une immunothérapie de consolidation ou de maintenance dont le professeur Girard vous parlera pendant 12 mois. Donc, ça fait 12 cycles et ça commence immédiatement après, au plus tôt, dans les 42 jours. Pour les patients qui sont un petit peu plus fatigués ou dont l'état général s'est dégradé, soit auparavant, soit pour le cancer, à cause du cancer, ou de plus de 70 ans, on peut faire une radiochimiothérapie dite séquentielle. Donc, on fait le bloc de chimiothérapie, on fait plusieurs chimiothérapies, on s'arrête. Et ensuite, on démarre une radiothérapie qui peut être en 33 séances ou parfois en 20 fractions. Voilà. Les autres indications de radiothérapie, beaucoup plus rares, mais que je mentionne quand même, c'est les tumeurs qui sont tout en haut du poumon. Je vais vous les montrer. Dites T4, elles ne sont pas forcément opérables et parfois on fait une radiochimiothérapie préopératoire. Donc, il y a des indications vraiment un petit peu vraiment plus rares. Cet essai-là, c'est un essai thérapeutique, c'est celui qui a permis de valider, de prescrire le durvalumab, donc l'immunothérapie de consolidation pour les cancers du poumon de stade 3 après radiochimiothérapie. Mais le professeur Girard vous en parlera et c'est devenu un standard depuis 2019. Ça a considérablement amélioré la survie, le taux de guérison et diminué le taux de rechute. Ici, je vous montre un cas d'un patient traité récemment. Donc ça, c'est le calcul de dose que nous, on affiche, que vous ne verrez pas. Voici un patient qui est traité donc, en 66 grammes, 33 séances. Et donc, on a le volume cible ici qui est en rouge. Donc, nous, on travaille sur l'ordinateur. Donc, le schéma, en bref, on fait un scanner dans le département de radiothérapie, un scanner classique avec une injection de produit de contraste. Le plus souvent, pour ce type de scanner, c'est en respiration libre. Il n'y a pas de contrainte respiratoire, pas d'apnée, généralement. Et on va contourer, donc dessiner dans l'ordinateur les ganglions et la tumeur qu'on voit sur le scanner, en se servant aussi du PET scanner que vous avez fait auparavant. Donc, on fusionne le scanner, le TEP scanner et on travaille. Et ensuite, il y a les dosimétristes et nos physiciens qui font le calcul de dose pour délivrer toute la dose de façon homogène. Voilà à quoi ça ressemble. Ici, vous avez l'affichage de 95% de la dose. La même chose. Vous voyez également que tous les organes à risque autour sont dessinés pour les préserver. Ici, c'est une vue du rendu du calcul de dose. Donc, on a la dose en pourcentage ou en grès. Et ici, le pourcentage de chaque organe qu'on va pouvoir afficher, par exemple les poumons. Donc, on contrôle la dose au poumon, la dose au cœur, et tout ça doit respecter des contraintes de dose qui sont protocolaires. C'est-à-dire, partout en France ou à l'international où vous faites traiter, ces contraintes-là, elles sont à respecter au maximum. Voilà, parce qu'elles sont protocolaires, elles sont connues.
Et c'est ça qui nous permet de prévenir les toxicités. Voilà, ici, c'est un cas d'une tumeur de l'apex tendure du sommet du poumon en radiochimiothérapie préopératoire avec des plus faibles doses. Vous voyez, on est juste à côté de la vertèbre. Et là aussi, il y a une indication de radiochimiothérapie, mais préopératoire. C'est aussi un cancer localement avancé, néanmoins. Voilà. Alors, qu'est-ce qui nous a fait décider de dire est-ce que c'est mieux de faire une chimiothérapie en séquentiel ou en concomitant? Ça, c'est juste. Alors, tout ça, c'est des essais, c'est des études scientifiques, donc je vais essayer vraiment de les simplifier. C'est juste pour dire que c'est une compilation d'études. Hein, il y a 6 essais, 1200 patients. C'était publié en 2010, c'est une étude très connue pour nous. Et avec un suivi médian de 6 ans, on s'est aperçu qu'il y avait un bénéfice en survie, en taux de guérison, d'administrer la chimiothérapie, si possible, en concomitant de la radiothérapie. Ça augmentait la survie, la guérison des patients. Voilà, de 5,7% à 3 ans. Donc, c'est devenu le standard. Concernant la radiothérapie séquentielle, ça c'est une étude un petit peu plus récente où ils avaient inclus 130 patients. Et finalement, il n'y avait pas trop de différence. Il y a une petite différence entre la radiochimiothérapie concomitante ou séquentielle, mais ça n'est pas relevant, c'est-à-dire ça n'est pas significatif. Donc la question est toujours posée. Quoi qu'il en soit, quand on fait de la radiochimiothérapie concomitante, nous, on garde des schémas des doses par fraction petites et on fait des schémas longs, donc de 30 à 33 séances quand vous avez de la chimiothérapie concomitante. La radiothérapie dite hypofractionnée, ça consiste à diminuer le nombre de séances de radiothérapie. On le fait chez les patients, donc comme je disais, on l'a montré au début, plutôt plus de 70 ans, voire plus de 75 ans, et toujours en séquentiel. Donc d'abord toute la chimio, ensuite on s'arrête, ensuite on fait la radiothérapie, et chez les patients plus âgés, on peut se permettre, on fait 55 grès en 20 fractions. Il y a d'autres endroits dans le monde où ils font ces 20 fractions en concomitant de la chimiothérapie. Voilà. Mais nous, quand on fait une radiochimiothérapie concomitante, donc les deux en même temps, on garde des doses par séance petites et on garde le schéma conventionnel de 60 à 66 grès, c'est-à-dire 6 semaines et demie de rayon. Parce qu'il y a peut-être un tout petit peu plus d'effets secondaires de toxicité. Donc, on pourra parler des effets secondaires. Les effets secondaires principaux de la radiothérapie, j'en profite, c'est les réactions cutanées, donc la peau qui rougit légèrement, un petit érythème en regard des zones où passent les rayons. Il peut y avoir des réactions sur l'œsophage, donc une œsophagite, c'est une inflammation transitoire de l'œsophage qui s'améliore dès qu'on arrête les rayons, mais qui peut être sensible quand même. Et puis, il peut y avoir des réactions de pneumonie, des pneumonies dites radiques. Elles sont inflammatoires, elles sont générées par la radiothérapie. Vous voyez, ça représente ici 3% des patients pour les pneumopathies un peu graves. Voilà, ça dépend vraiment ça dépend de plein de choses et du volume qu'on irradie. Mais voilà, les effets principaux pendant la radiothérapie, c'est plutôt les réactions cutanées, l'œsophagite et parfois une petite toux réactionnelle et bien sûr une fatigue, puisque c'est quand même un traitement assez lourd. Alors, est-ce qu'il faut augmenter la dose? Ça, c'est juste pour vous montrer qu'il y a eu des essais. C'est un essai américain où il y avait beaucoup de patients inclus, 425 patients, je vous l'ai fait c'est très court. Ils ont comparé 2 doses, une dose standard qui était 60 grès et une dose plus forte. Ils ont essayé de monter à 74 grès. C'était déjà avec des techniques de radiothérapie très modernes en fait. Celle qu'on fait maintenant partout, c'est de la radiothérapie conformationnelle dite en modulation d'intensité. Et en fait, à la grande surprise de cet essai, quand on a comparé les 2 groupes de patients, eh bien, ceux qui avaient une radiothérapie plus forte dose avaient une moins bonne survie, un moins bon taux de guérison, probablement parce qu'il y a eu peut-être plus de toxicité, notamment cardiaque. Donc, pour l'instant, on n'a pas augmenté la dose. Elle reste toujours la même, que ce soit pour les cancers du poumon dits non à petites cellules ou à petites cellules. Voilà. Et puis aussi pour vous montrer un essai thérapeutique qui a été fait en France, à Rouen, qui est quand même passionnant. Ils ont essayé d'augmenter, de faire une escalade de dose qui est basée sur le TEP scanner. Je ne vous ai pas remontré le schéma de l'étude, mais en fait, au bout d'un certain nombre de séances, ils refaisaient un TEP scanner et ils regardaient si la lésion, elle fixait encore au TEP scanner. Et ensuite, ils ont augmenté la dose focalement à l'intérieur de ce volume. Donc, en refaisant un TEP scanner, en refaisant un scanner de radiothérapie.
C'est ce qu'on appelle le boost. Ils ont essayé d'augmenter la dose juste à l'endroit où ça fixait encore, parce qu'on supposait que cette zone-là, elle était encore métaboliquement active, qu'il y avait encore des cellules tumorales vivaces, quoi. Et donc, il y avait quand même un bénéfice sur la survie sans progression, c'est-à-dire le fait de ne pas rechuter. Donc, radiothérapie plus boost et radiothérapie tout court, il y a un bénéfice sur la survie sans qu'on rechute. Voilà, donc ça, c'est un essai qui s'appelle RTEP7, qui a été conduit en France dans plusieurs centres et qui a été publié récemment. Et puis, les essais à suivre, mais je pense que le professeur Girard nous en parlera davantage. Concernant les cancers donc, localement avancés, c'est surtout, donc on a vu la partie escalade de dose, donc ça c'est la partie technique de la radiothérapie, mais sinon l'idée c'est plutôt de modifier, d'améliorer les traitements concomitants ou ensuite en complément. Donc de mettre des immunothérapies concomitantes, type durvalumab, pembrolizumab, etc. Et puis, on a un autre essai aussi pour les cancers localement avancés, donc non résécables, en injectant des nanoparticules. C'est un essai qui s'appelle Converge, qui va ouvrir pour les stades localement avancés. Et ça consiste à injecter des nanoparticules carrément dans les ganglions ou dans la tumeur pulmonaire, sous scanner ou sous écho-endoscopie. Et le but, c'est de radiosensibiliser, donc de potentialiser l'efficacité locale des rayons. Voilà, je pense que cet essai est prometteur. Et c'est ma niveau. Merci. Je crois que c'était fini. Vous avez d'autres choses à rajouter ou pas, docteur de Berne? Non. Non, tout bon. Très bien. Merci beaucoup pour ce panorama très exhaustif. On a des questions, notamment une que je vais vous poser de façon très générale. Existe-t-il aujourd'hui des cas de contre-indication, que ce soit des traitements qui sont donnés, qui ne peuvent pas être en concomitance avec la radiothérapie, ou par exemple des épanchements pleuraux, etc., qui pourraient contre-indiquer la radiothérapie? Alors, quelles sont les... Alors, les contre-indications, il y en a. Alors, la stadification, si un épanchement pleural qui est d'origine tumorale, souvent on ne fait pas de radiothérapie, parce que c'est une extension qui fait qu'il n'y a plus d'indication de radiothérapie. Donc ça, c'est la stadification cancéreuse. Vous voyez, ça appartient à la maladie. Et puis en fait, il y a les contre-indications qui appartiennent aux patients, en particulier l'état respiratoire. Si vraiment l'état respiratoire est très dégradé, on fait des explorations fonctionnelles respiratoires, on peut, si le volume est trop grand, ne pas pouvoir irradier parce qu'on prend trop de risques pour le patient de dégrader sa fonction respiratoire. Et puis, certaines formes de fibrose pulmonaire ou des gens qui ont des pneumopathies interstitielles diffuses, enfin des maladies dites de système qui abîment déjà les poumons à la base de la fibrose pulmonaire parce qu'on les aggrave avec la radiothérapie, on diminue la capacité respiratoire et le poumon est moins fonctionnel, quoi. Très bien, moi j'ai une question un peu d'ordre, je dirais finalement sur l'entrée dans les traitements. Dans l'expérience de Florence, on voit que c'est allé assez vite. Une fois qu'on s'est dit qu'il y avait quelque chose au poumon, on voit que ça a été très très enchaîné et assez rapide pour démarrer les traitements chimio et radiothérapie. Ma question, c'est pour ces patients donc avec ces situations intermédiaires, en fonction de leur profil et de leur état, par exemple, tout simplement physique, nutritionnel, s'ils fument beaucoup, etc. Est-ce que vous avez des indications parfois de préhabilitation, c'est-à-dire de prendre le temps de se préparer à ces traitements? Est-ce qu'ils sont finalement très lourds, ou dans le fond, vous pouvez faire tout en parallèle, accompagner le patient, par exemple, s'il a besoin de reprendre un peu de poids ou d'arrêter de fumer, d'être accompagné pour arrêter de fumer, des choses comme ça? Peut-être je te laisserai répondre, Nicolas, si tu veux, par rapport à ça. Tous les soins de support. Nous, généralement, on mène tout en même temps. C'est-à-dire, le patient peut voir l'équipe de diététique, on a un hôpital de jour de nutrition, quand on fait tout. Ça va aussi beaucoup dépendre de la fragilité au départ, parce qu'au diagnostic, on peut avoir
des symptômes qui s'accumulent, à la fois des symptômes respiratoires parce que ces tumeurs, elles peuvent produire de la toux, de l'essoufflement parce qu'elles sont très proches des bronches, hein, des tuyaux qui conduisent l'air jusque dans le poumon. Il peut y avoir aussi des troubles nutritionnels dès le départ. Et puis pendant la radiothérapie, certains de ces symptômes vont s'améliorer parce que la radiothérapie est efficace, la chimio aussi. Et puis il y a d'autres symptômes qui peuvent aussi apparaître ou s'aggraver. Donc en fait, c'est un suivi, notamment pendant la phase où on fait les deux en même temps, qui est fait de façon hebdomadaire, hein. Mélanie par le radiothérapeute, l'équipe de radiothérapeute, de son patient vient tous les jours, hein, en réalité, à l'hôpital. Donc ça, c'est un élément, évidemment, non seulement pour faire la séance, mais s'il y a un truc qui ne va pas, il y a une prise en charge. Et effectivement, se préparer, c'est toujours un peu difficile parce que, comme le disait Florence tout à l'heure, c'est le rush, quoi, c'est l'urgence. On met tout en place et il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps, y compris finalement l'évaluation soins de support, qui peut être parfois perçue comme un truc complémentaire, mais en fait qui est essentiel pour que les traitements se passent bien. Parce que même sous chimio, ouais, c'est pas facile. Et donc, si on a déjà beaucoup de symptômes ou une fragilité liée à la maladie ou pas liée à la maladie d'ailleurs, il faut engager la prise en charge. Souvent, on dit il vaut mieux prévenir que guérir. Et c'est vrai, c'est-à-dire que quand il y a déjà des symptômes préexistants, il vaut mieux éviter que ces symptômes apparaissent, que les toxicités apparaissent, essayer d'anticiper au maximum, c'est pas toujours possible, et plutôt que d'attendre que la toxicité soit là et qu'on doive arrêter la chimio, les rayons. Moi, je dis aux patients, la phase de chimio et de rayons, c'est une sorte de toboggan, hein. Une fois qu'on est lancé, on va jusqu'au bout. Et c'est souvent quand même ça, le truc, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter. C'est comme si on était au bloc opératoire et en train d'opérer jusqu'à la fin, quoi, en fait, hein. Donc souvent, c'est une phase où on essaye de pousser au maximum les trucs pour éviter justement que les rayons s'arrêtent, ce qui est parfois nécessaire. Mais si ça peut être évité, c'est tout à fait essentiel. L'adaptation des doses de chimio pendant la phase de rayon, c'est aussi une pratique que l'on a, qui est un petit peu une pratique qui est variable d'un centre à l'autre. Nous, on a tendance à réduire de façon systématique la dose de la chimio pendant la phase de rayon pour justement que ça se passe bien et qu'on n'arrête pas, parce que c'est ça le plus important. Très bien, merci beaucoup. Et vous avez parlé donc avec la radiothérapie de possible œsophagite. Est-ce qu'il y a des choses, des conseils qu'on peut donner à chacun pour, j'allais dire, au-delà d'avoir une consultation de soins de support, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques à mettre en place quand on est dans cette phase de radiothérapie, dans les types d'aliments, etc. Est-ce que aussi vous avez la question un peu pratico-pratique qu'on a parfois sur le réseau, c'est aussi est-ce que c'est une radiothérapie, je m'allonge, on va dire, sur une sorte de lit. Est-ce que je vais devoir souffler dans quelque chose ou respirer, bloquer la respiration, tout ça? Est-ce que il y a des choses un peu pratico-pratiques pour limiter cet impact sur les organes? Alors, le patient, la machine de radiothérapie ressemble à une sorte de scanner. J'ai pas mis d'image parce que c'est mieux avec des images un peu dynamiques et là, on ne pouvait pas le faire. Donc, ça ressemble à un scanner en fait, hein, et la machine, elle tourne autour de vous. Donc, il n'y a rien il n'y a rien d'agressif, il n'y a rien qui touche le patient. Quasiment tout le temps, sauf pour la radiothérapie stéréotaxique que j'ai montrée au tout début, le patient est en respiration libre. Donc, il suffit d'avoir une respiration régulière, calme, tranquille. Pendant le scanner de préparation avant les rayons, donc le scanner fait dans le service de radiothérapie, on fait un scanner qu'on appelle 4D, c'est-à-dire on enregistre avec une vidéo le cycle respiratoire du patient et on en tient compte dans nos marges. Donc le mouvement de la lésion, principalement la tumeur dans le poumon, qui bouge, surtout la partie inférieure du poumon, elle est prise en compte dans les marges parce qu'on vous voit respirer. Donc on a déjà enregistré votre cycle respiratoire. Donc les gens respirent librement, il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas d'apnée, mis à part, il n'y a pas d'asservissement respiratoire, mais on tient compte des mouvements respiratoires. Généralement, la radiothérapie, les patients sont confortables, il y a une espèce de petit matelas, les bras sont relevés, ça ressemble vraiment à un scanner. On fait des images de positionnement tous les jours pour vérifier le positionnement de la lésion, donc ça c'est validé par les manipulatrices et par le médecin. Et le patient est vu, comme vous disiez, d'abord il vient tous les jours sur le plateau de radiothérapie et il est vu une fois par semaine systématiquement par l'oncologue radiothérapeute qui a une consultation dédiée, il reçoit tous ses patients en cours d'irradiation.
Donc, c'est une consultation plus brève, hein, ce n'est pas la consultation d'annonce. Voilà, c'est généralement quelques minutes pour voir le patient, faire le point sur les effets secondaires, prescrire éventuellement des traitements. En tout cas, l'essentiel, c'est de continuer et de faire en sorte que les effets secondaires éventuels soient gérés au mieux pour qu'on puisse continuer la radiothérapie, effectivement sans faire de pause si possible, et faire les 6 semaines ou 6 semaines et demie d'un bloc en continu. Et tous les petits conseils, donc c'est évidemment pour l'œsophagite qui peut être le plus gênant. Là, j'ai montré un cas où il y avait des gros ganglions juste à côté de l'œsophage. Donc l'œsophage, il va prendre de la dose, hein. On peut l'éviter, on fait du mieux qu'on peut avec l'ordinateur, avec nos logiciels, on optimise, mais il y a de la dose à l'œsophage. C'est ça qui fait l'œsophagite. Donc, c'est les conseils habituels. Éviter les irritants, donc l'alcool, le tabac, y compris les épices, etc. Ces petits conseils. Et puis sinon, on peut être amené à prescrire de la cortisone. Donc ça, il ne faut pas hésiter à la prendre parce que ça soulage bien les patients. Ça permet de remanger des antalgiques. Et puis les médicaments pour protéger l'estomac. Voilà, donc je ne vais pas citer les molécules, mais tout ça, voilà, on prescrit toutes les semaines, on adapte le traitement. On voit aussi l'état respiratoire du patient. Et la fatigue, elle est là, parce qu'une radiochimiothérapie concomitante, c'est fatigant. C'est ce que je dis un peu aux patients. C'est une sorte de marathon, mais ça se termine à un moment quand même. Voilà. Merci beaucoup pour ces réponses. Je pense qu'on peut peut-être passer la parole maintenant au professeur Girard, Oriane, pour la suite des interventions. Donc, on vous laisse partager vos slides, professeur. Donc effectivement, merci Mélanie pour tous ces éléments. C'est vrai que donc là, on se focalise sur un groupe particulier, comme tu le disais, Laure, de patients cancer du poumon, les non à petites cellules, localement avancés et pour lesquels on ne peut pas faire finalement de chirurgie. C'est un groupe assez fréquent, c'est 15-20% des situations au diagnostic. Et comme toujours dans les cancers du poumon, il y a ceux pour lesquels, dans la tumeur, il y a une mutation des gènes qui est particulière. On appelle un oncogène addictif. La tumeur, elle est dépendante de cette mutation pour fonctionner. Et donc, cette mutation est une sorte de talon d'Achille parce que si on l'éteint, la mutation avec des médicaments, eh ben, on va faire disparaître la tumeur. Donc, comme toujours dans les cancers du poumon à non à petites cellules, soit il n'y a pas ce type de mutation et on va sur des traitements plutôt d'immunothérapie, soit il y a ce type de mutation, il y a un oncogène dans la tumeur, et là, on va pouvoir donner des traitements par comprimé après la phase de chimio-radiothérapie. Alors on disait, ben oui, mais c'est quoi une tumeur qui est résécable, c'est-à-dire qu'on peut opérer, une tumeur qu'on ne peut pas opérer. Mais en fait, ça dépend du stade, et puis de la localisation de la tumeur, et puis de sa taille. C'est quelque chose qui est éminemment complexe parce qu'il y a des zones un petit peu frontières, ce qui est en jaune sur la diapo, hein. Il y a des zones où c'est clairement résécable en vert, il y a des zones où c'est clairement pas résécable, et puis il y a ce qui est entre les deux, où c'est toujours un petit peu difficile de savoir. Aujourd'hui, quand c'est pas résécable, on va faire les rayons, et donc là, avec de la chimio pour potentialiser l'effet des rayons, ce dont on vient de parler. Quand c'est résécable, on fait plutôt de la chimio, de l'immunothérapie avant d'opérer les patients. Donc, et puis il y a des zones frontières où on ne sait pas trop ce qu'il faut faire. On peut rendre opérable aussi, probablement plus opérable des tumeurs inopérables dans la zone jaune. Donc, il y a des discussions dans ce qu'on appelle la réunion de concertation pluridisciplinaire pour déterminer de quel côté on va se retrouver. Ça dépend beaucoup de l'analyse des images et du stade de la tumeur. Quand on fait de la chimioradiothérapie, on essaye de tout faire en même temps, ce qu'on appelle le concomitant, hein. Tout en même temps, non, parce qu'en fait, il y a 6 semaines de rayon, et donc, quand on dit concomitant en même temps, ça veut dire qu'on va faire 2 cures de chimio pendant les rayons, hein. Une chimio toutes les 3 semaines, sur les 6 semaines de rayon, ça fait 2. On essaye d'en faire 4 au total, donc on commence habituellement à la deuxième, et puis on en fait 2 ou 3 pendant les rayons. C'est ça, c'est un petit peu mieux de faire de concomitant que de faire la chimio d'abord, puis les rayons, ce qu'on appelle le séquentiel. En fait, en France, il y a plus de 50%
des gens qui ont du séquentiel. Parce que dès qu'il va y avoir un peu de fragilité, le concomitant est un peu plus toxique sur le plan hématologique, c'est-à-dire sur les globules du sang, la baisse des globules, un peu plus toxique sur les toxicités digestives, sur l'œsophage et les difficultés à manger. Donc, il y a beaucoup de gens qui font du séquentiel. C'est pas forcément une erreur dans le contexte de l'immunothérapie en réalité, puisque la comparaison entre séquentiel et concomitant, elle s'est faite il y a 20 ans ou 30 ans, alors qu'il n'y avait pas les traitements d'immunothérapie après. Quand on fait de la chimio et des rayons et qu'il n'y a pas ces anomalies particulières, ces mutations dans la tumeur, le standard de traitement, c'est après la chimio et les rayons, c'est-à-dire après les rayons, la chimio-radiothérapie, soit on fait la chimio d'abord, puis les rayons, ce qu'on appelle le séquentiel, soit on fait le concomitant, c'est-à-dire avec une phase avec les deux en même temps. Et dans tous les cas, on s'arrête avec une dernière séance de rayons. Il n'y a pas de chimio après qu'on ait terminé les rayons. Donc, la chimio-radiothérapie, elle se termine toujours par une séance de rayons. Quand on a fini les rayons, on arrête la chimio. Dans les 6 semaines qui suivent, on va faire un scanner pour vérifier qu'il n'y a pas de nouvelles lésions, qu'il n'y a pas une progression de la tumeur. Et historiquement, on ne faisait rien. On surveillait. On faisait le scanner régulièrement, tous les 3 mois, tous les 4 mois, voilà. Et en fait, le problème, c'est que quand on faisait rien, il y avait dans plus de la moitié des cas, au bout d'un an, on avait une rechute. Parce que c'est des maladies agressives, et que malgré toute l'efficacité de la chimio des rayons, il y avait des rechutes, notamment au niveau extrathoracique, c'est-à-dire au niveau métastatique, notamment dans le cerveau. Ça, c'est ce qui se passait. Et l'étude Pacifique, qui est une étude qui date maintenant de 5-6 ans, euh, euh, a montré que c'était mieux après la fin de la chimio des rayons et en l'absence de progression évidemment, de débuter une immunothérapie, donc un médicament qui va vacciner le patient contre la tumeur pendant 1 an. Donc faire 12 injections, c'est une injection par mois, de durvalumab, c'est une injection intraveineuse finalement. Et quand on fait cela, bien, on réduit de moitié le risque de rechute et on réduit d'à peu près 30% le risque de mourir de cette rechute. Donc, quand elle survient. Donc, c'est une efficacité qui est très forte. C'est une efficacité qui protège en fait contre les rechutes. Et donc, c'est important de faire cette immunothérapie. Et aujourd'hui, c'est le standard de traitement après la chimio et les rayons, que les rayons aient été faits en séquentiel, en concomitant. On va faire le scanner 3-4 semaines après la fin des rayons et on va débuter l'immunothérapie. Voilà. Donc, ça, c'est cette situation de chimio-radiothérapie pour laquelle on va ensuite faire de l'immuno. Puis après, on surveille. Alors, Florence, moi, j'aime bien surveiller un peu plus quand même. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait l'année d'immunothérapie, c'est raisonnable de faire un scanner 3 fois par an. Parce que pendant encore 2 ans après la fin de la chimio, il y a quand même un risque de rechute qui existe, même s'il est beaucoup plus faible qu'au début. Et donc, ça peut être pertinent c'est vraiment au-delà des 3 ans qu'on est très tranquille. Donc, j'ai tendance à faire des scanners un peu plus rapprochés qu'un scanner annuel. Bon, il y a des différences de pratique sur ce suivi après l'immuno. Comme le disait Mélanie, il y a d'autres situations dans lesquelles on utilise des rayons, mais des rayons beaucoup plus ciblés. Quand la tumeur est une tumeur qui est toute petite, finalement, où il n'y a pas de ganglions associés, des stades précoces. Alors normalement, un stade précoce, on va faire de la chirurgie pour opérer. Mais parfois, il y a une BPCO, il y a une insuffisance respiratoire, et donc on se dit qu'enlever un morceau de poumon va entraîner des conséquences qui sont défavorables, et donc on ne peut pas opérer le patient. Euh, pour des raisons souvent liées à une maladie préexistante. Et aujourd'hui, cette radiothérapie seule, qui se fait en 3, 4 ou 5 séances, une radiothérapie très focalisée, on s'est posé la même question.
est-ce que après, voire pendant cette radiothérapie stéréotaxique, cette radiothérapie très ciblée pour des toutes petites tumeurs, il faut faire de l'immuno? Ben, aujourd'hui, les différentes études montrent plutôt que non, qu'il n'y a pas de ce bénéfice à faire de l'immuno dans cette situation-là. Donc, il y a encore une étude qui est en cours, qui est l'étude Pacific 4, pour laquelle on n'a pas la réponse. Euh, si elle est positive, elle conduirait à faire de l'immuno. Mais aujourd'hui, on a on va dire deux autres études avec l'atezolizumab ou le pembro qui sont négatives. Donc, voilà. Un troisième groupe dont je vais vous parler, ce sera le dernier. Bah, quand il y a une mutation particulière dans la tumeur, est-ce qu'il faut faire la même chose? Pas forcément, parce que l'immunothérapie, en fait, elle marche si la tumeur elle est très différente du reste du corps, hein, pour qu'il y ait une réponse immunitaire. On a des réponses immunitaires contre ce qui est différent du reste du corps. Et par exemple, quand il y a une mutation de l'EGFR, l'EGFR, c'est ce qui est sur la peau et le tube digestif, bah, il n'y a pas beaucoup de réponses immunitaires. Et bah, en situation plus avancée, quand il y a des métastases et que la tumeur est EGFR mutée, on donne un traitement par comprimé pour éteindre la mutation de l'EGFR. Ça marche très très bien. Et l'immunothérapie ne marche pas. C'est exactement la même chose. Quand on a une tumeur localement avancée, non résécable, on fait de la chimio des rayons, mais il y a une mutation de l'EGFR, en fait, l'immunothérapie dont on vient de parler, elle ne marche pas, elle n'apporte pas de bénéfice par rapport au placebo. Et ce qu'il faut faire chez ces patients-là, quand il y a une mutation GFR, on a fait la chimio et les rayons, eh ben, on va faire un inhibiteur de GFR, un médicament par comprimé, qui s'appelle l'osimertinib, le Tagrisso. Et dans cette étude qui s'appelle LAURA, les patients qui avaient un cancer du poumon avec une chimioradiothérapie donc, non opérable, qui finissaient leur chimioradiothérapie, ils n'avaient pas d'immuno, ils avaient de l'osimertinib ou un placebo. Et en fait, quand on fait ça, on a une très forte efficacité puisqu'on réduit de 85% le risque de rechute. Hein, donc c'est encore plus efficace que l'immuno pour les patients qui ont cette mutation particulière dans la tumeur. Et on protège les patients finalement de l'émergence de métastases, notamment au niveau cérébral. Donc c'est pour ça que ces patients localement avancés non résécables, ben, on recherche les différents marqueurs, les différentes mutations dans la tumeur pour justement, s'il y a une mutation, notamment de l'EGFR, donner un traitement ciblé plus tôt que de l'immunothérapie. Donc, il y a, sur le plan du choix du traitement après la chimio-radiothérapie, il y a effectivement plusieurs possibilités en fonction de ça. En revanche, la chimio qui est faite pendant les rayons, c'est globalement toujours la même. C'est souvent une association de deux produits de chimiothérapie, et ça ne change pas quel que soit finalement le type de la tumeur. Donc voilà un petit peu les éléments dont je voulais vous parler. La chimio, les rayons et puis le traitement après, qu'on appelle le traitement de consolidation, ça nécessite vraiment une collaboration de toutes les équipes, à la fois des radiothérapeutes comme Mélanie, des oncologues thoraciques comme nous. On discute en réunion de concertation pluridisciplinaire. Il y a une coordination pour que tout ça soit fluide. Qui gère les événements, les toxicités potentielles, qui suit tout ce parcours pour que ce soit très fluide. Il faut vraiment que tout s'enchaîne comme il faut finalement pour réussir à faire la chimio, les rayons et le traitement de consolidation après. Donc c'est cette coordination-là qui est essentielle dans ce parcours. Voilà. Bien, merci beaucoup pour toutes ces informations et c'est vraiment intéressant parce qu'on voit bien, on a beaucoup de questions justement sur les grands types de cancers. Alors moi, le mien, il est de la petite cellule, moi, le mien, il est la petite cellule, Alors, moi, le mien... c'est vrai que dans les cancers à voilà. petites cellules qui ne sont pas métastatiques, c'est un tout petit groupe, c'est un peu les mêmes principes. C'est-à-dire qu'on va faire de la chimio des rayons et puis après, on va faire de l'immunothérapie. Avec le durvalumab de la même façon. On n'en a pas parlé là parce que la question c'était non opérable et le petit cellule il n'est jamais opérable en réalité. Mais c'est exactement le même principe. Chimio et rayons, séquentiel ou concomitant, puis immuno. Il n'y a pas de thérapie ciblée dans le petit cellule.
Très bien. Et du coup, c'est vrai qu'on a bien cette idée de finalement, on va avoir ce traitement, j'allais dire, pour enlever la maladie et un autre traitement, Pour protéger, immunothérapie en fait. ciblée pour protéger Ouais. de la rechute. Et ça, vraiment, nous, on a vu avec entre le début de mon réseau cancer du poumon et aujourd'hui, ces médicaments qui sont vraiment sortis des essais et qui sont voilà, venus changer vos pratiques et du coup mieux accompagner, donner plus de chances de véritable C'est guérison pour les exactement patients. ça. Et en fait, c'est important de comprendre dès le départ. Et souvent, il y a beaucoup d'informations au départ. Enfin, Florence, vous l'avez dit, ça va vite, il y a beaucoup de choses. Et en fait, oui, on part pour un traitement long. Il y a une phase 3, 4, 5 mois en fonction du séquentiel concomitant où c'est un peu dur parce qu'effectivement, on fait il y a beaucoup de traitements qui ne sont pas simples, la chimio, les rayons qui s'accumulent. Et après, ça va aller mieux parce que certes, le traitement, il est long et il y en a encore pour 1 an après, mais l'immuno ou le traitement ciblé, habituellement, ça se passe bien et le risque de toxicité est quand même beaucoup, beaucoup plus faible. Donc, il y a une phase difficile, et puis après, ça continue, et ça, faut le savoir dès le départ, hein, et bien dire aux patients que, bah oui, c'est un traitement qui est long, avec une phase un peu intense au départ, et ensuite une phase de consolidation, et ensuite un suivi. C'est-à-dire qu'on fait un suivi régulier, qu'on peut espacer progressivement, parce que plus on a été tranquille longtemps, plus la probabilité d'être tranquille longtemps est importante. Hein. C'est une sorte d'effet levier comme ça. Voilà. Et du coup, là, vous avez pris l'exemple pour les mutations de GFR, mais dans votre tableau, il y en avait plein d'autres. Il y a plein d'autres mutations et pour lesquelles on n'a pas voilà. vraiment de données. On n'a pas vraiment de données dans les D'accord, autres d'accord. mutations. Mais c'est vrai que dans un ALK, Mais si vous avez un ouais, médicament, vous allez bah, donner un médicament dédié, quoi. oui ou non, ça c'est vraiment là. Après, c'est tellement rare. Je pense qu'il n'y aura jamais d'études en dehors de celles qu'on a montrées sur le GFR, qui est relativement fréquent. Il y aura peut-être des études avec le KIRAS, mais c'est vraiment pour dans longtemps, longtemps. C'est vrai que quand on a un cancer ALK localement avancé, on va probablement pas faire d'immunothérapie. On va suivre de très près après la fin du traitement. Quand je dis de très près, c'est probablement tous les 3 mois et avec une IRM cérébrale, donc un suivi intense pour détecter le plus tôt possible le moment où la tumeur va repartir. Probablement qu'il y a un bénéfice à faire l'inhibiteur de ALK d'emblée, en fait. On ne le saura jamais. Donc là, ça peut être de la discussion à RCP, finalement, sur le modèle EGFR, quoi. Merci. Est-ce que Florence, au vu des explications de tous ces parcours, etc., il y a des choses qui vous interpellent par rapport à votre parcours personnel ou des questions que vous avez pour nos deux médecins, deux experts? Oui, et ben, déjà, je voulais revenir, on a beaucoup parlé aussi notamment des toxicités au niveau de la radiothérapie et effectivement, le fait de voir toutes les semaines le médecin, ça permet aussi de voir l'état général. Moi, c'était un risque qui existait et c'est un risque qui s'est réalisé en fait, cette œsophagite. Effectivement, c'était très compliqué. En plus, moi, on m'avait fait une menace au poids, c'est-à-dire que si jamais je baissais mon poids de 10%, on allait mettre une sonde nasogastrique qui était pour moi hors de question. Donc voilà. Et en plus, j'avais un peu de marge. Donc ça s'était arrangé aussi avec la radiothérapeute. Mais au final, c'est pour ça que c'était compliqué aussi l'œsophagite. Parce que ça empêche de manger, en fait. C'est compliqué. Je crois que dans ma vie, j'ai jamais pris autant de temps pour manger qu'à cette période-là, en fait. Là, j'étais dans les standards, on va dire, parce que j'ai une habitude de manger très vite. Mais là, il a fallu que j'apprenne à prendre mon temps. Et donc, en prenant le temps, ça passe quand même un peu mieux. Et après, effectivement, il y a d'autres traitements. Mais ça, c'est vrai que l'œsophagite avait été compliqué. Il faut essayer de trouver ce qui passe, en fait, ce qui passe bien, essayer de varier un peu et de se faire plaisir parce qu'il n'y a que comme ça que ça passe, en fait. Donc voilà. Effectivement, ça a été compliqué, mais on en sort. Voilà, on y arrive. Donc voilà. Sinon, oui, au niveau du suivi, ben moi, c'est le suivi qui est appliqué chez moi, c'est le suivi qui est dans le référentiel Aura. Il est vrai que moi, j'aurais aimé, et j'ai demandé, en fait, en octobre dernier, à avoir un suivi qui soit encore à 6 mois et pas à 12 mois. Et malheureusement, ça a été refusé. Mais effectivement, c'est un peu compliqué aussi de se dire, on est un peu lâché en pleine nature. Si jamais il y a un problème
il y aura des contrôles, mais c'est vrai que ça peut rassurer quand même d'avoir des suivis. Et c'est vrai que les pratiques ne sont pas les mêmes partout, en fait. Donc ça peut être compliqué aussi pour les patients qui vivent ça. Moi, dans mon parcours aussi, ce qui a été compliqué à vivre, hein, c'est le manque de soins de support. Il faut savoir que je suis quand même à 80 km de mon centre hospitalier universitaire. J'ai quand même 1h15 de trajet pour y aller, ne serait-ce que pour l'aller. Donc, pour les rayons, c'était quand même minimum 2h30 de route à chaque fois, en fait, pour moi. Et les soins de support, c'est uniquement quand on est à l'hôpital. Donc, on ne va pas y aller exprès pour le plaisir. Et ça a été compliqué, d'autant que moi, je ne vis pas dans la ville, je vis à la campagne. Et ça a été difficile aussi. Donc, c'est bien, MRCP fait pas mal de choses. Maintenant, ça s'est développé. Mais c'est vrai que c'est aussi une problématique d'harmonie, en fait, un peu partout. Et la complexité d'accéder aussi aux soins de support quand on est malade, en fait. Voilà. Donc, ça aussi. Merci beaucoup pour ces infos, ces témoignages. Et c'est vrai que là, vous êtes tous les deux professeurs et docteurs de Berne en ville, dans un grand centre expert, etc. C'est vrai que sur notre réseau, on a beaucoup de personnes un peu partout en France. Et donc, sur les soins de support, c'est vrai que c'est un vrai sujet pour se sentir suivi. Alors, du coup, peut-être 2 questions par rapport au suivi. Est-ce que il y a des choses dont on entend parler en termes de télésurveillance, etc. Est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez justement dans les intercures, soit dans la première partie, soit pendant la partie, on va dire, plutôt de traitement de maintenance avec l'immunothérapie ciblée, pour savoir justement comment ça se passe pour les patients. Donc, est-ce que c'est des choses qui sont en train de se développer vraiment un peu partout ou pas? Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. C'est une très bonne question. Je pense que c'est adapté pour la phase de consolidation, c'est immuno ou thérapie ciblée. Après la chimio et les rayons, je pense que la phase de chimio-rayon, elle est trop pleine d'effets secondaires et que la télésurveillance va bugger tout le temps, quoi, en fait. Donc, en fait, quand on voit le radiothérapeute 1 fois par semaine et tous les jours potentiellement, enfin, on résout les problèmes. La phase d'intensité, elle est très médicalisée en réalité. Par contre, et après, on est un peu lâché avec son traitement par comprimé ou son immuno tous les mois, et il peut rester encore de la tox ou de la tox qui vient un peu plus tard, hein, parce que ce que disait Mélanie, bah oui, c'est il y a un moment où il y a une inflammation qui se produit dans le poumon avec retard. La trace des rayons avant que ça cicatrise, hein, c'est comme quand on se brûle, ça gonfle et puis ça dégonfle. Et puis ça fait potentiellement une petite cicatrice. C'est exactement la même chose dans le poumon. Et donc, on peut avoir des symptômes qui apparaissent. Et là, la télésurveillance peut être intéressante si elle est bien organisée dans le centre avec les référents pour gérer les alertes. Et c'est ce qu'on avait effectivement utilisé beaucoup MoveCare à un moment, qui n'est finalement pas remboursé, hein, dans le cancer du poumon. Aujourd'hui, on repart avec Résilience, qui est l'un des acteurs, mais il y a d'autres acteurs comme Continuum. Donc voilà, chaque établissement a son fonctionnement sur le système de télésurveillance. Le principal, c'est d'avoir un système qui fonctionne avec quelqu'un qui répond aux alertes. Donc oui, pendant la phase de consolidation, et puis aussi après pour le suivi, quoi, hein, parce qu'effectivement, quand on a un scanner tous les 3-4 mois, il peut se passer des choses entre. On peut avoir des symptômes qu'on va coter un peu différemment, ce qui peut déclencher une alerte, et ça, c'est un truc important. Oui, je rajoute juste, comme on disait, il y a la phase aiguë de la radiochimio avec les effets aigus qui s'estompent dans l'œsophagite, hein, qui est très sensible et dont vous avez parlé, mais il y a aussi le risque de pneumonie radique, donc inflammatoire séquelaire des rayons, qui, elle, peut être, c'est pas tout le monde, bien sûr, hein, c'est un risque, et ça peut survenir plutôt 4 à 6 mois après l'irradiation. Et ça peut entraîner un essoufflement, une toux sèche et une gêne, et à ce moment-là, il faut refaire un scanner. Il faut évidemment revenir vers son oncologue, son pneumologue, ou voilà. Il ne faut pas hésiter à refaire un scanner en cas d'essoufflement, de toux sèche, quoi. Il y a des effets tardifs, décalés. Parfait, merci beaucoup. On n'a plus de questions, Laure. Est-ce qu'il y a quelque chose, un point sur lequel tu veux revenir ou quelque chose? C'était très clair. Moi, je vous remercie beaucoup parce que je pense que c'était une conférence très intéressante, très pédagogique et qui va être vraiment très utile justement pour répondre à de nombreuses questions.
on a vraiment à cœur voilà, de participer à être, j'allais dire, un complément des explications de l'équipe médicale, parce que comme le soulignait Florence, ça va très vite. J'aime beaucoup votre image de toboggan. On se prépare, on est tout en haut et zoup, c'est parti pour quand même une période où on est très chahuté. Alors sur le réseau, ça va être, on est dans le tambour de la machine, on est essoré, on est, voilà, c'est vraiment dans le dur, entre guillemets. C'est une période très intense. Et je pense que de pouvoir s'appuyer sur un replay comme celui-là, ça sera utile. Donc, pour répondre aussi à cette question des replays, donc nos replays sont seront dans quelques jours sur nos chaînes YouTube, mais aussi bien sûr sur mon réseau cancer du poumon. On a une chaîne replay dédiée pour que les utilisateurs retrouvent tous les replays très facilement. Voilà, donc juste un tout petit peu de patience. Et puis, donc, n'hésitez pas à répondre au questionnaire d'Oriane aussi pour avoir un peu aussi des questions qui continuent à se poser. Il y en a une sur laquelle on peut peut-être terminer, c'est la question du deuxième avis, de quand est-ce qu'il faut se poser la question des essais cliniques. Est-ce qu'en fait, il y a une dynamique de recherche, entre guillemets, pour cette phase, pour ce type de cancer, où là, vous estimez avoir de bonnes réponses et c'est plutôt sur, par exemple, les maladies plus avancées qu'il y a beaucoup, beaucoup d'essais? Il y a encore quelques essais. Il y a eu beaucoup d'essais aussi pour dire l'immuno, plutôt d'attendre de la faire après les chimiorayons, est-ce qu'il faut la faire pendant? Ces essais ne montrent pas forcément de bénéfice à faire l'immunothérapie pendant la phase de chimiorayon. Il y a un certain nombre d'essais encore après les chimiorayons pour faire un petit peu mieux qu'avec l'immunothérapie actuelle, en combinant plusieurs immunothérapies ou en faisant ce genre de choses. Donc la question de l'essai, oui, elle se pose. Elle se pose soit au début de la prise en charge, et dans ce cas-là, il faut aller super vite, parce qu'effectivement, comme je disais, qu'est-ce que disait Florence, de toute façon, il faut démarrer le plus rapidement possible. Soit elle se pose après la chimio et les rayons, sur la phase de consolidation. Voilà. Donc de toute façon, voilà. Et globalement, en France, quand on regarde les listings d'essais cliniques, par exemple sur Access Trial, qui est la plateforme qu'on utilise à Curie, il y a plus que 7 essais, un seul essai Pacifique 9 avec cette escalade de traitement, donc un peu d'intensification sur la phase de consolidation. Donc ça peut être effectivement une opportunité pour potentiellement recevoir un traitement plus intensif, dont on verra s'il fonctionne. Mais oui, ça fait partie des sujets. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Je vais vous souhaiter à tous une bonne soirée et à bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.